Le ciel annonce l'orage. Le soleil disparaît. Les rivières gèlent. La forêt est peinte en blanc. L'hiver sibérien a commencé, et avec lui, un rêve glacé où la nature se révèle dans sa forme la plus pure et la plus sauvage. Le hurlement des loups résonne dans la steppe. L'ours polaire émerge des eaux. Et le tigre de Sibérie fait son apparition. Le décor est planté pour l'un des chapitres les plus étonnants de la vie d'un animal. Il s'agit de Wild Siberia, survivre à l'hiver russe. D'une superficie de plus de 13 millions de kilomètres carrés et située à l'est de la Russie, la Sibérie est l'endroit où le soleil se couche derrière les montagnes de l'Oural et où l'aube se lève sur les rives du Pacifique. Au nord, les glaces éternelles marquent sa frontière, tandis qu'au sud, les steppes asiatiques se perdent à l'horizon. La Sibérie est si étendue qu'elle occupe près de 10% de la surface terrestre. Le biome sibérien est peut-être l'un des plus imposants de la planète. Tout est plus grand en Sibérie. À l'ouest, à travers les monts Oural, s'élèvent d'imposantes plaines de plus de 2000 km de large, où les marécages et les marais semblent ne pas avoir de fin. Derrière, la taïga sibérienne apparaît, avec d'épaisses forêts de la taille de continents entiers. À l'est, dans l'extrême-orient russe, des massifs montagneux avec des dizaines de volcans actifs protègent l'arrière de ce royaume majestueux. Au printemps, même l'infinie Sibérie elle-même est éclipsée par l'impressionnante explosion de la vie sauvage, avec plus de 1500 espèces animales. Ici, les oiseaux remplissent le ciel. Les forêts infinies nourrissent des millions d'herbivores et les prédateurs s'extasient devant l'abondance de leur proie. Jamais la faune n'a offert un spectacle d'une telle ampleur. Mais il y a un petit problème. Nous ne sommes qu'en octobre, et l'impitoyable hiver russe ne fait que commencer. Pendant les 8 mois suivants, la Sibérie se montre sous son jour le plus rude et le plus inhospitalier, avec des températures atteignant -68 degrés Celsius. Ici, la neige tombe sans relâche, effaçant toute frontière entre le ciel et la terre. Les rivières se transforment en d'interminables miroirs de glace, et le monde est recouvert d'un épais manteau blanc. Même le soleil ne résiste pas à de telles intempéries et abandonne la Sibérie à son sort. Cependant, ce qui semble être un enfer blanc, Mère Nature l'utilise comme une toile pour écrire les histoires les plus étonnantes de la vie sauvage. Au milieu des tempêtes de neige les plus violentes, où le vent atteint 100 km à l'heure et où le froid gèle tout sur son passage, le majestueux caribou se dresse, indompté. Avec son épaisse fourrure recouvrant tout son corps, le caribou a été récompensé par un manteau naturel pour résister à ce qui sera l'hiver le plus hostile à l'état sauvage. La taille imposante du caribou, qui pèse plus de 180 kg et mesure 2 mètres, est idéale pour emmagasiner de la graisse et conserver de la chaleur pendant cette saison sibérienne qui n'est pas des plus agréables. Bien sûr, pour survivre à l'hiver sibérien, il ne suffit pas d'un manteau chaud et d'une bonne réserve de graisse. Avant même que l'hiver ne s'installe, les caribous ont déjà commencé à se préparer, cherchant des endroits plus confortables au sud. Avec la nature sauvage de la Sibérie à leur disposition, rester dans le nord glacial de l'Arctique pourrait être une condamnation à mort. Ces migrations s'étendent généralement sur plusieurs centaines de kilomètres, en groupes de plusieurs milliers d'individus. Lorsqu'ils atteignent leur destination hivernale, les caribous continuent à vivre en troupeaux pour conserver la chaleur et se protéger des prédateurs. Outre la protection contre le froid, la fourrure du caribou se teint en blanc pendant la saison froide pour se camoufler dans les forêts boréales désormais pâles. L'épaisse végétation des forêts sibériennes sert de protection contre les blizzards et les tonnes de neige qui tombent après des mois d'hiver. Les dépressions du terrain offrent également de bons abris contre le froid extrême. Mais les caribous ne peuvent pas rester enfermés tout l'hiver.
L'estomac grondant, les troupeaux sont contraints de partir à la recherche de nourriture. Les choix ne sont pas faciles, mourir de faim ou s'exposer au froid. N'ayant pas d'autre choix, les caribous se déplacent dans le paysage blanc à la recherche d'herbes riches, de mousses et de lichens succulents. Grâce à leurs gros sabots, les caribous peuvent franchir une couche de neige d'1,50 m d'épaisseur. Un faux pas et ils risquent de se retrouver piégés au milieu de la Sibérie gelée. Ces sabots sont également un outil pratique pendant les journées blanches de Sibérie. Grâce à eux, les caribous peuvent creuser dans la neige épaisse pour dénicher de succulents casse-croûtes. Lorsqu'il faut dévorer jusqu'à 5 kg de nourriture par jour, chaque petit morceau compte. Mais comme les conditions climatiques ne permettent pas de tirer des flèches dans l'air et de fouiller partout, le caribou utilise son nez prodigieux pour repérer les sources de nourriture potentielles. Là où d'autres herbivores ne verraient que de la neige blanche, le caribou renifle des champignons nutritifs, un mets de choix au milieu de cet écosystème désolé. L'odorat exercé du caribou lui permet non seulement de trouver de la nourriture, mais aussi d'éviter d'être mangé. Alors que le caribou cherche désespérément de la nourriture, des centaines de prédateurs tentent de traquer un herbivore qui ne se doute de rien pour l'intégrer à leur régime alimentaire. Chasser un caribou colossal, pesant près de 200 kg de viande, peut signifier de la nourriture pour tout l'hiver et un lever de soleil garanti au printemps. Pour ne pas finir par satisfaire l'appétit des grands prédateurs sibériens, le caribou ne baisse jamais la garde. Grâce à sa vue et à son ouïe très fine, il est capable de repérer les prédateurs à longue distance, de sorte que le troupeau batte rapidement en retraite. Capable de courir jusqu'à 80 km/h, ses grandes pattes lui permettent de s'éloigner du danger en quelques secondes. En revanche, dans un environnement aussi sauvage que la Sibérie, on ne peut pas toujours éviter les ennuis, et il faut parfois prendre son courage à deux mains et affronter les brutes du voisinage. Pour ce faire, les caribous utilisent leurs longs bois, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m de long, pour éperonner leurs prédateurs. Il suffit d'un coup bien visé pour que la paix revienne dans le troupeau. Cependant, l'hiver est long et impitoyable, et la faune sibérienne ne laisse aucun répit. Il est donc inévitable que certains membres du troupeau ne résistent pas à l'adversité et deviennent des victimes de l'hiver sibérien. De nombreux caribous, à la suite d'une petite erreur de calcul, se retrouvent piégés dans la neige épaisse, qui se transforme en sable mouvant, et seul le printemps les libère, lorsque les charognards profitent du festin de l'hiver. Pour l'instant, le troupeau ne peut que poursuivre sa route, dans l'espoir que des jours meilleurs viendront, quand la steppe gelée redeviendra un champ vert, et que les forêts redeviendront un foyer accueillant. Non loin de l'endroit de la forêt habité par les troupeaux de caribous, la royauté elle-même observe tout le spectacle animalier qui se déroule sur la neige. L'aigle royal, dans une démonstration de courage et d'instinct de survie, ne quitte pas le difficile écosystème sibérien et reste malgré les conditions de vie difficiles. Avec une envergure pouvant atteindre 2 mètres et un poids de plus de 4 kg, l'aigle royal est loin d'être un de ces petits oiseaux qui s'envolent par terreur vers le sud lorsque l'hiver russe balaie les forêts boréales. Le plumage dense de l'aigle royal est l'une des nombreuses adaptations que cet oiseau de proie a réalisées pour survivre aux températures froides de la Sibérie. Ses plumes abondantes, en plus de fournir une isolation thermique pratique, sont imperméables et le protègent des chutes de neige habituelles. Bien que très habitué à une vie solitaire, sauf pendant la période de reproduction, plusieurs aigles royaux se rassemblent souvent dans le même arbre pendant l'hiver. Comme pour les caribous, ce comportement est motivé uniquement par le désir de conserver une précieuse chaleur corporelle. Quelle que soit la quantité de neige, l'estomac de l'aigle royal ne peut pas être mis en pause pour l'hiver et rester dans le confort de son abri n'est donc pas une option. Grâce à son sens aigu de la vue, l'aigle royal est capable de repérer une proie potentielle jusqu'à 3 km de distance.
Dans un endroit où le soleil est parti pour ne jamais revenir, c'est un avantage inégalé. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau de proie féroce, l'hiver représente également un défi pour l'aigle royal. Durant ces mois, les proies ne sont pas particulièrement abondantes. Et l'aigle doit donc profiter de chaque occasion pour se mettre quelque chose sous la dent. S'adaptant à la nouvelle réalité de son environnement, l'aigle royal recherche des proies plus petites, qui représentent une bonne quantité de nutriments, relativement, sans trop de travail. Lorsque l'aigle royal plane dans le ciel, les lapins, les lièvres et les petits rongeurs ont tout intérêt à se cacher, car en quelques secondes, ils peuvent passer de la prairie glacée à l'aigle royal, qui les attrape avec ses longues serres à des dizaines de mètres du sol. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à la recherche d'un repas chaud au milieu de paysages inhospitaliers, l'aigle royal repère une proie potentielle. Dans sa ligne de mire, à plus de 200 km à l'heure, la proie sans défense n'a généralement rien à faire. L'aigle royal l'attrape avec ses serres acérées et la tue d'un coup de bec sur la nuque. Capable de voler jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres par jour au printemps et en été, l'aigle royal doit en revanche limiter son temps de vol en hiver, car les conditions météorologiques ne sont pas très favorables. Incapable de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture, l'oiseau doit souvent rester l'estomac vide. Au cours de ces vols qui ne sont plus très longs, l'aigle royal ne cherche pas seulement à repérer les victimes potentielles de ses cerfs féroces. Bien qu'il ne soit pas un charognard par excellence, lorsque l'hiver se fait pressant et que les proies se font rares, même les royaux doivent s'adapter à manger ce qui est disponible. De sorte que les restes des grands prédateurs terrestres constituent un repas non négligeable pour l'aigle royal. De même, les victimes des intempéries sont une aubaine. C'est la Sibérie en hiver. Tandis que certains périssent, d'autres profitent de leurs restes. Bien qu'il habite l'un des endroits les plus sauvages du monde, l'aigle royal, grâce à son vol flamboyant, à ses serres acérées et à son bec tenace, se trouve au sommet de la chaîne alimentaire sibérienne. Certes, à l'arrivée du printemps, il devra protéger ses nids des envahisseurs, mais c'est une autre histoire, et pour l'instant, l'aigle ne pense qu'à survivre au rude hiver russe. Mais pour survivre à l'hiver sibérien, il n'est pas nécessaire d'avoir des griffes acérées et de dominer le ciel d'une main de fer comme le fait l'aigle royal. Le secret d'autres espèces sibériennes réside dans leur ingéniosité et leur détermination. C'est le cas du lièvre arctique, qui n'a rien d'effrayant. Semblable à un lapin, mais avec des pattes plus courtes, le lièvre arctique est peut-être l'une des espèces que l'on s'attend le moins à trouver au milieu de la toundra sibérienne. Mais ne vous fiez pas à son apparence peu menaçante. Le lièvre arctique est un survivant de l'hiver russe. Son épaisse fourrure blanche comme la neige est parfaite pour résister aux températures négatives de son habitat peu accueillant. Sous cette chaude fourrure se cache également une épaisse couche de graisse qui représente jusqu'à 20% de son poids. Le lièvre arctique est prêt à tout pour rester au chaud pendant l'hiver. L'un des avantages d'être un petit mammifère ne dépassant pas 70 cm et 6 kg est qu'il peut facilement se construire une maison confortable pour l'hiver. Alors que les caribous géants doivent se contenter de s'abriter sous des arbres feuillus, les lièvres arctiques se mettent au travail, ou plutôt au travail, et construisent des terriers douillets qui contribuent à rendre l'hiver un peu plus agréable. Bien qu'il semble, avec une bonne couche de graisse et un abri confortable, prêt à entrer dans un profond sommeil hivernal, le lièvre arctique n'hiberne pas, restant actif tout au long du long hiver russe. Ce n'est pas pour rien que le lièvre arctique porte ce nom. Avec ses petits membres qui minimisent la perte de chaleur et ses grandes pattes qui lui permettent de se faufiler sans problème dans la neige glissante au milieu de la toundra glacée, le lièvre arctique est tout simplement dans son élément. Bien entendu, sa fourrure blanchâtre n'est pas le fruit du hasard. Au moment où le paysage sibérien devient blanc, le lièvre arctique effectue sa mue hivernale,
ce qui le rend presque imperceptible pour les prédateurs. Lorsqu'il a faim, même s'il sait que d'innombrables prédateurs sauvages l'attendent à l'extérieur de son confortable terrier, le lièvre arctique prend son courage à deux mains et part à la recherche de lichens, de mousses, de pousses et même d'écorces d'arbres. Bien qu'en été, l'écosystème sibérien soit beaucoup plus généreux en nourriture pour le lièvre, ses petits encas lui apportent les éléments nutritifs dont il a besoin pour passer l'hiver difficile. Pour le lièvre arctique, le compagnon idéal d'une mousse succulente est une poignée de neige rafraîchissante, car ces petits mammifères, en l'absence d'eau, peuvent s'hydrater avec la ressource la plus abondante en Sibérie à l'heure actuelle. Après avoir satisfait, au moins momentanément, ses besoins, le lièvre arctique retourne à proximité de son terrier, où il se dresse généralement sur ses pattes arrière pour mieux observer son environnement. Dès qu'il aperçoit un mouvement suspect, il est préférable qu'il retourne à son abri confortable. Malgré un métabolisme lent qui lui permet de réduire les déplacements dangereux pour la recherche de nourriture et un pelage blanc qui le rend presque invisible, nous sommes en Sibérie et aucune espèce n'est à l'abri de faire partie du régime alimentaire de prédateurs voraces. À mesure que les jours rallongent et que la nourriture se raréfie, le lièvre arctique doit s'éloigner de son terrier, et des carnivores affamés, de plus en plus désespérés, se mettent à rôder. Lorsque l'on a la taille peu menaçante d'un lapin en pleine nature sibérienne, la liste des prédateurs potentiels est longue. Des meutes de loups aux renards arctiques solitaires, en passant par des oiseaux comme l'aigle royal et le harfang des neiges, tous tueraient littéralement pour une tranche de la viande juteuse de l'Arctique en liberté. Comme le combat n'est pas envisageable, lorsque la furtivité et son camouflage blanc échouent, le lièvre arctique bat en retraite à une vitesse pouvant atteindre 65 km/h dans la toundra glacée. Si ses pattes ne portent pas de coups mortels pour mettre hors de combat un renard arctique, elles fonctionnent parfaitement pour le transporter en un seul morceau jusqu'à sa tanière sûre, laissant les prédateurs l'estomac vide. Après avoir défié une fois de plus ses chances de survie dans l'inhospitalière Sibérie, le lièvre arctique se réfugie à nouveau, espérant que tôt ou tard il émergera et qu'un paysage printanier plein de vie l'accueillera. Mais pour l'instant, les souhaits du lièvre arctique ne sont que cela, et la vaste Sibérie reste un monde blanc où les basses températures règnent sur la faune et la flore. À quelques 2000 km au nord du terrier du lièvre arctique, là où l'hiver russe a gelé l'océan Arctique déjà glacial, un majestueux mammifère de plus de 2 tonnes émerge des eaux.
adulte peut dévorer jusqu'à 50 kg de crustacés par jour pour se nourrir, une tâche qui occupe souvent une grande partie de sa journée. Cependant, les morses ne se nourrissent pas que de délicieux crustacés. Fatigués par de longues plongées à la recherche de nourriture, si un phoque s'approche dangereusement du territoire d'un morse affamé, il risque d'en payer le prix et de faire partie du menu. Les phoques coincés sur la banquise sont des proies faciles pour les plus gros morses qui, repérant leur repas, se précipitent sur eux, les attrapent avec leurs membres antérieurs et leur assènent une dernière poussée avec leur longue défense. Ce n'est pas un repas anodin pour ces géants du Nord. Mais les morses ne se contentent pas de gratter le fond de la mer et d'écraser des phoques terrifiés avec leur défense très utile. Dans les zones il ne suffira pas de se poser sur de petites banquises, car avec leur taille gigantesque, les orques peuvent facilement les renverser. Pour échapper à l'appétit féroce des orques, les morses doivent se déplacer sur des terrains plus élevés, où la glace est profonde de plusieurs mètres et empêche ces dauphins assoiffés de sang d'atteindre les morses désormais terrifiés. L'adaptation des morses aux températures glaciales est telle que, alors que toutes les autres espèces sibériennes ne pensent qu'à leur survie, les morses, eux, ressentent l'amour dans l'air froid de l'Arctique. Pour l'instant, les morses poursuivent leur vie gelée au cœur de l'hiver sibérien. Indompté, marchant entre les arbres, tapi dans l'ombre, le tigre de Sibérie est le prototype parfait du prédateur dans ce paysage glacé. Pesant jusqu'à 200 kg et mesurant plus de 2 mètres de long, le tigre de l'amour est la preuve vivante qu'en Sibérie, tout est plus grand et plus sauvage. Il n'est rien de moins que le plus grand félin du monde. Pendant l'hiver, le même climat sibérien qui a donné au tigre de l'amour sa taille colossale l'oblige à s'adapter. Pendant ces mois froids, la fourrure du tigre de Sibérie pousse jusqu'à 11 cm à certains endroits de son corps. De quoi résister aux conditions glaciales de l'hiver. En plus de servir de manteau d'hiver chaud, sa fourrure luxuriante présente des nuances plus claires, avec des rayures moins marquées que chez les chats d'autres régions du monde, ce qui l'aide à se camoufler dans le paysage pâle de la Sibérie. Grâce à cela, malgré sa taille colossale, le tigre de Sibérie peut se déplacer avec une grande discrétion au milieu de la forêt sans que sa présence ne soit remarquée. La vie du tigre de Sibérie est plutôt solitaire. Pendant le long hiver russe, ils parcourent généralement de longues distances pour patrouiller leur territoire, marquant leurs frontières avec de l'urine, des excréments et des griffures sur les arbres. Souvent, lorsque deux mâles se croisent, les affrontements sont inévitables,
même au milieu de ce paysage glacé. Maintenant que le froid est maîtrisé et que son domaine est libre de toute intrusion, le tigre de Sibérie doit s'attaquer à un autre des grands défis de la vie en Sibérie pendant ces mois sous zéro. Avec un appétit vorace qui nécessite jusqu'à 30 kg de viande par jour, le tigre de l'Amour doit être précis lorsqu'il chasse. Sa position au sommet de la chaîne alimentaire sibérienne est un grand avantage, car alors que les autres prédateurs voient leurs possibilités de repas réduites, le tigre de Sibérie peut dévorer pratiquement tout ce qui se trouve sur son chemin. En général, compte tenu de ses vastes besoins alimentaires, il préfère les proies de grande taille. Lorsque le tigre de Sibérie rôde, les lièvres, les pikas, les cerfs, les élans, les caribous et les sangliers doivent se méfier, car en une fraction de seconde, ils peuvent avoir un félin de plus de 200 kg à leur trousse. Vivant dans les épaisses forêts de la taïga, la furtivité est la clé de la survie du tigre de Sibérie. En particulier pendant l'hiver impitoyable, le tigre évite les grandes poursuites, préférant tendre des embuscades à ses proies au milieu de nulle part. Mais pour pouvoir sauter directement au cou de sa proie et l'assommer de sa puissante morsure, le tigre du Bengale doit d'abord la localiser. Pour ce faire, il s'appuie sur son sens privilégié de la vue, ainsi que sur un odorat prodigieux. Lorsqu'il détecte qu'un troupeau de caribous se trouve à proximité, le tigre se dirige vers lui en toute discrétion. La stratégie du tigre consiste généralement à attendre patiemment, caché dans la végétation, et à sauter jusqu'à 5 mètres en direction de la proie qu'il prépare pour le dîner en la mordant puissamment au cou. En cas d'échec de la première attaque, le tigre de Sibérie n'hésite pas à entamer une poursuite qui se terminera inévitablement par la dévoration d'un morceau de viande juteuse. Avec ses pattes gigantesques et puissantes, le tigre de Sibérie se déplace à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h, même sur la neige instable qui recouvre tout le paysage. Mais les herbivores ne sont pas les seuls à devoir se méfier de ce félin colossal. Le statut de superprédateur du tigre de Sibérie signifie que même les prédateurs habitués à tourmenter d'autres espèces se mettront dans la peau de leur proie. Du gigantesque ours noir au lynx sauvage, en passant par les redoutables meutes de loups, tous risquent de se retrouver au menu du roi incontesté des forêts sibériennes. Si, grâce à sa taille imposante, le tigre de Sibérie résiste aisément aux rigueurs de l'hiver, sa vie est sur le point de s'améliorer. Après de longs mois de chutes de neige interminables, de rivières gelées et de forêts désolées, le printemps se profile à l'horizon et la faune va exploser dans tous les coins de l'immense Sibérie. Pour le tigre de l'Amour, cela signifie une abondance de proies et le début de la saison de reproduction, au cours de laquelle les mâles seront plus qu'heureux de sortir tous leurs artifices pour courtiser une femelle fertile. Avec le printemps sibérien, nous sommes à l'aube de l'un des plus grands spectacles animaliers de la planète. Après d'innombrables mois dans l'obscurité et sous le joug de températures glaciales, la Sibérie se réveille de son sommeil hivernal. Tel un géant étirant ses membres après un long sommeil, tout revient lentement à ce que l'on pourrait appeler la normalité dans d'autres parties du monde. Mais ici, avec 9 mois d'hiver rigoureux, c'est l'exception. Avec la montée lente mais régulière du thermomètre, l'épaisse couche de neige fond, laissant apparaître un manteau de verdure qui éclate avec vigueur. Les rivières, autrefois prises dans les glaces, chantent une mélodie de liberté, tandis que les premiers rayons de soleil teintent d'or les forêts. À l'horizon, des milliers d'exilés du froid prennent le chemin du retour. Les oiseaux migrateurs effondrent le ciel, emplissant l'air de leurs chants, annonçant l'arrivée d'une nouvelle réalité dans la Sibérie sauvage. C'est probablement la plus grande expression de la vie sauvage jamais vue dans cette région habituée aux coups de boutoir d'un hiver impitoyable. Ce qui, il y a seulement quelques semaines, était un royaume blanc où la faune, contre toute attente, survivait à peine, est aujourd'hui un paradis sur terre où, dans chaque recoin, se trouve le miracle de la vie.
Bien sûr, seules les espèces qui sont restées pour endurer le rude hiver et qui en ont fait l'expérience directe peuvent apprécier pleinement cette autre facette de la Sibérie. Parmi ces survivants, à la lisière des forêts boréales et des vastes steppes, se trouve le tétralyre. Avec sa queue en forme de lyre, d'où son nom, et son beau plumage noir aux reflets bleus, le tétralyre est la preuve que la faune sibérienne se décline sous de multiples formes, chacune ayant son propre charme. Au printemps, le tétralyre a développé sa crête rougeâtre au-dessus de l'œil qu'il utilise à diverses fins dans sa vie quotidienne. Même si, à première vue, le tétralyre ne semble pas avoir ce qu'il faut pour survivre au long hiver russe, puisqu'il ne mesure pas plus de 60 cm et ne pèse pas plus de 2 kg, il cache ses nombreuses cartes dans ses manches, ou plutôt sous ses plumes, pour résister aux conditions de vie difficiles de l'hiver sibérien et pour voir l'arrivée tant attendue du printemps. Après avoir passé des mois à se percher en grande bande à la cime des arbres, se nourrissant uniquement d'aiguilles de conifères, les tétralyres sont impatients de profiter de la nouvelle saison d'abondance et de festoyer dans leur petit coin de Sibérie. La fonte des neiges fait apparaître des steppes sans fin, avec des centaines de kilomètres de végétation fraîche disponible pour la recherche de nourriture. C'est un festin qui contraste avec l'austérité de l'hiver. La Sibérie se montrant plus fertile, le régime alimentaire du tétralyre devient plus varié, avec des baies, des pousses, des tiges et des arbustes. Contrairement aux oiseaux migrateurs qui reviennent après de longs voyages, le tétralyre est plutôt sédentaire et vit généralement dans des zones de 10 à 20 km². Et, avec l'abondance de nourriture que leur procure leur petit voisinage en Sibérie, ils n'ont pas l'intention de chercher de nouveaux horizons. Pendant la journée, le tétralyre passe de longues heures à chercher de la nourriture dans la végétation, dévorant toutes sortes de cadeaux laissés par les chutes de neige. Lorsque la nuit s'installe dans la steppe, le tétralyre se réfugie souvent dans les arbres environnants pour se mettre à l'abri d'éventuels prédateurs. C'est le grand avantage de vivre à la frontière entre les forêts boréales luxuriantes et la steppe qui leur fournit désormais tout ce dont ils ont besoin. Tout comme le tétralyre est fasciné par les grands changements apportés par le printemps sibérien, les prédateurs sont plus qu'heureux de l'abondance de proies, et cela peut bien sûr inclure un coq juteux avec près de 2 kg de viande. Des espèces telles que l'aigle royal, le renard et le sanglier seront plus qu'heureux d'ajouter un tétralyre à leur menu, et ces oiseaux doivent donc être à l'affût de tout mouvement suspect. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau relativement petit, le tétralyre n'est pas une proie facile à maîtriser. Si un prédateur veut avoir ce coq sur sa table, il devra travailler dur pour l'attraper. Lorsqu'une menace s'approche dangereusement du tétralyre, celui-ci, fidèle à son statut d'oiseau, met ses ailes en mouvement et, d'un vol court et bas, échappe au danger. Hormis les nombreux prédateurs qui rêvent d'un morceau du tétralyre, le printemps est l'une des saisons les plus attendues par ces oiseaux. Avec la floraison des plantes sur l'ensemble du vaste territoire, pour le tétralyre, l'amour est dans l'air, et il n'y a pas de meilleure façon de le célébrer que de trouver une femelle fertile pour agrandir la famille. Le rituel d'accouplement du tétralyre est vraiment fascinant. Tout commence à l'aube, lorsque les mâles se rendent dans des zones d'accouplement appelées lex. Sur ces sites, jusqu'à 200 individus peuvent se rassembler pour se disputer les femelles en âge de s'accoupler. Les mâles montrent leur vigueur en déployant leur queue en forme de lyre et en chantant des mélodies séduisantes sous forme de roucoulements et de longs murmures. Lorsque les ruses du mâle portent leurs fruits et que le couple de tétras montre son amour, la femelle s'éloigne de l'aire d'accouplement pour chercher un endroit sûr où pondre. Le nid est généralement une excavation dans un endroit où la végétation est haute ou au pied d'un arbre. Comme le mâle est parti seul, abandonnant ses responsabilités parentales, c'est à la femelle de construire le nid. En le préparant avec des branches, des herbes et des feuilles, puis de pondre entre 6 et 11 œufs. Pendant environ 25 jours,
La mère sera chargée de les couver et de les protéger des prédateurs tels que les oiseaux de proie avides d'un mets riche en protéines. Lorsque les oisillons éclosent, le travail de la mère célibataire n'est pas terminé, car elle doit s'occuper d'eux pendant qu'ils apprennent à se débrouiller seuls. À l'âge de 14 jours, les poussins sont déjà capables d'effectuer de courts vols et d'accompagner la femelle dans ses promenades à la recherche de nourriture. L'une des premières leçons à retenir est de profiter du printemps, car la Sibérie ne sera pas toujours aussi clémente avec eux. En quittant la steppe sibérienne où les tétralyres ont élu domicile au printemps et en s'enfonçant dans la forêt, un hurlement se fait entendre au loin. Les meutes de loups sont en quasi-extase alimentaire en raison de l'abondance des proies que le printemps a apportées. Les difficultés de l'hiver ne sont plus qu'un lointain souvenir et les loups commencent à se débarrasser de leurs épais manteaux d'hiver pour revêtir des vêtements plus frais, adaptés à un temps plus agréable. À l'aube et au crépuscule, les meutes sèment la terreur parmi les habitants de la forêt, avançant de manière coordonnée avec un appétit effréné. Avec des meutes pouvant compter jusqu'à 15 animaux, et un loup adulte mangeant jusqu'à 4 kilos de viande par jour, les loups ne sont pas particulièrement intéressés par les petites proies et concentrent leurs efforts sur la chasse d'un animal qui en vaut vraiment la peine et qui suffit à tout le monde. Ces canidés sauvages s'attaquent à des espèces telles que le cerf, l'élan, le sanglier et le bœuf musqué. D'autant plus qu'avec l'abondance du printemps, les petites proies comme les lièvres, les lemmings et, pourquoi pas, les tétras se font rares. Les loups sont de véritables maréchaux des logis lorsqu'il s'agit d'élaborer une stratégie qui leur permettra de se nourrir. Pour trouver leur proie dans l'immensité des forêts sibériennes, les loups utilisent leur odorat sophistiqué. Lorsque les chiens perçoivent une odeur ou un signe, même infime, de la présence d'une proie, la meute suit sa trace. Grâce à son extraordinaire vision nocturne, la meute n'a aucun mal à localiser ses proies lors des chasses nocturnes. Lors de la chasse, les loups disposent d'une grande variété de stratégies qu'ils utilisent en fonction de la taille de la proie, des conditions du terrain et de la position de la meute. Lorsque la végétation le permet, la meute utilise la stratégie d'encerclement de la proie sur plusieurs flancs et procède à une attaque simultanée. L'effet de surprise étant essentiel, chaque chien doit faire preuve d'une grande discrétion. Un faux mouvement, et le dîner peut finir par s'enfuir, terrorisé. S'il est difficile pour des mammifères comme le caribou de repousser un grand loup gris, il est pratiquement impossible de repousser une meute entière. Une autre stratégie favorite des meutes de loups consiste à poursuivre leur proie jusqu'à ce qu'elles soient épuisées et qu'elles finissent par céder à leur morsure. Pour ce faire, les loups se relaient pour traquer la proie sur des kilomètres, où aucun obstacle n'arrêtera le canidé. Après une très longue poursuite, la fin est presque toujours la même. La proie succombe à l'épuisement et est rapidement rattrapée par un loup qui porte le premier coup. Au bout de quelques minutes, toute la meute se joint au festin. Bien sûr, malgré leur force de chasse mortelle et coordonnée, les loups ne refusent jamais un repas facile. Lorsqu'il y a des ongulés malades ou blessés dans le troupeau, les loups ne font preuve d'aucune pitié et s'attaquent directement à eux pour leur donner un petit coup de pouce vers une vie meilleure, tout en profitant de la viande fraîche au passage. En parlant de viande fraîche, grâce au dégel provoqué par l'arrivée du printemps, les victimes piégées sous l'épaisse couche de neige se transforment en charognes nutritives pour les troupeaux. Bien que gelées depuis des mois, les températures froides de la Sibérie préservent si bien les carcasses qu'elles gardent toute la fraîcheur d'une proie fraîchement chassée. Le succès de la survie du troupeau dans un endroit aussi hostile que la Sibérie est dû, entre autres, à son ordre hiérarchique complexe, où chaque membre de la meute connaît sa place et les tâches qu'il doit accomplir. Ici, c'est le mâle alpha qui est à la barre, qui prend les décisions concernant la chasse et les endroits où le troupeau s'installera. L'alpha est suivi par le bêta,
qui lui succédera lorsqu'il décidera de se retirer ou de mourir, et enfin par les individus de rang inférieur et moyen, généralement de jeunes adultes et des loups nouvellement arrivés. Parce que l'alpha est en position de force, avec des privilèges très convoités, sa position est souvent désirée par les autres mâles qui rêvent d'un coup d'état. Lorsqu'un mâle défie l'alpha, il impose sa domination par une attitude corporelle, des grognements et, si nécessaire, une confrontation physique. Cependant, certains jeunes mâles sont nés dans la royauté et, par népotisme, finissent par hériter de la position d'alpha de leurs parents. S'il s'agit d'un grand privilège, il s'accompagne en même temps d'une importante responsabilité, car l'alpha doit veiller au bien-être du troupeau. Pour l'instant, à l'approche de l'été sibérien, le troupeau continue de vivre dans un mirage doré, avec des proies en abondance et un climat clément. Le véritable défi pour la survie de l'alpha viendra lorsque l'hiver sibérien frappera à nouveau avec toute sa férocité. Alors que les loups choisissent de vivre en meutes nombreuses et bien organisées dans les profondes forêts sibériennes, un autre prédateur préfère mener une vie solitaire en parcourant les pentes des montagnes hérissées du sud de la Sibérie. C'est là, au milieu d'un paysage rocailleux où la vie animale semble presque impossible, à quelques 3000 mètres d'altitude, que vit la panthère des neiges, redoutée de tous. Le fantôme des montagnes, comme on l'appelle aussi, est un félin majestueux qui peut peser jusqu'à 55 kg et mesurer 1,5 m de long. Doté d'un luxuriant pelage gris clair, le léopard des neiges est parfaitement camouflé dans son habitat rocheux, sur les pentes des montagnes sibériennes. L'immensité de la Sibérie est probablement l'un des rares endroits au monde à pouvoir contenir la majesté de ce félin sauvage. Car, traditionnellement, un seul mâle peut dominer des territoires allant jusqu'à 1000 km². Avec ses grandes pattes, ses petites oreilles et sa fourrure dense, le nom du léopard des neiges n'est pas une coïncidence. Ce félin est parfaitement adapté aux conditions rigoureuses de l'hiver sibérien. Le problème, c'est que les journées glaciales de Sibérie ont fait une brève pause et que l'été arrive dans toutes les régions de ce paradis terrestre. Ou presque. Pour maintenir son mode de vie froid et solitaire, la panthère des neiges vit à distance, et pour couronner le tout, il y a un prédateur vorace. Pour compenser, la panthère des neiges concentre son alimentation sur les animaux qui osent perturber son paisible voisinage à cette altitude, comme le bouquetin de Sibérie, la chèvre de montagne, le cerf musqué et la marmotte. Compte tenu de l'isolement de son habitat, loin des grands troupeaux d'herbivores insouciants, la panthère des neiges doit être précise dans le repérage de ses proies potentielles. Un échec à la chasse peut signifier une perte d'énergie et un estomac vide. Grâce à son pelage grisâtre, la panthère des neiges peut se camoufler parfaitement dans son habitat rocheux tout au long de l'année, même lorsque les chutes de neige sont moins importantes. C'est un avantage unique, car au milieu des pentes sibériennes, le meilleur outil de la panthère pour apporter de la nourriture à la table est la furtivité. Fixant sa proie potentielle, la panthère des neiges s'approche très lentement, en essayant de ne pas attirer l'attention sur elle. La furtivité et la patience sont les maîtres mots. En général, un endroit surélevé est l'endroit idéal pour traquer son futur dîner. Après avoir observé les mouvements de sa proie pendant un certain temps, le fantôme des montagnes trouve le bon moment pour la surprendre, en sautant jusqu'à 15 mètres dans les airs, directement vers sa victime surprise. Le léopard des neiges porte généralement le coup de grâce par une puissante morsure au cou. Bien que les embuscades en se jetant sur ses proies soient sa tactique favorite pour gagner son pain quotidien, la panthère des neiges n'hésite pas à se lancer dans de fugaces poursuites sur un terrain accidenté. Grâce à ses pattes puissantes et à ses bonds impressionnants, le léopard peut atteindre une vitesse de 88 km/h. Quelle que soit la vitesse à laquelle court sa proie, il la rattrape tôt ou tard. Comme pour les loups gris, l'écosystème sibérien est parfois extrêmement généreux avec la royauté montagnarde,
lui servant un délicieux festin de charogne sur un plateau d'argent. Avec les basses températures à cette altitude, une carcasse ne se décompose presque jamais, et les victimes sur les falaises glissantes sont donc des festins plus qu'acceptables. L'estomac plein, le léopard des neiges, comme tout roi, a du tempérament et ne tolère pas que des étrangers envahissent son territoire, du moins pas sans se battre. Les léopards des neiges sont extrêmement territoriaux et lorsqu'ils rencontrent un congénère, ils ne sont pas très tendres. Souvent, lorsqu'un mâle en aperçoit un autre qui franchit les limites de son territoire, l'étranger est averti par une série de vocalisations et de postures. Bien qu'un rugissement soit probablement un signal plus intimidant, la panthère des neiges n'est pas la mieux placée pour faire preuve de talent vocal. Ses cordes vocales étant très courtes, elle est incapable de rugir. Mais la plupart du temps, les averses du glorieux léopard des neiges, au sud de la Sibérie orientale, où les montagnes de l'Oural sont littéralement à l'autre bout du monde, dans les eaux estivales placides, le canard mandarin coloré profite d'une baignade revitalisante. Si la majestueuse Sibérie abrite des géants sauvages tels que le morse ou le tigre de l'amour, elle est aussi l'habitat confortable du minuscule canard mandarin, l'un des plus petits oiseaux aquatiques du monde. Pesant à peine 450 grammes et d'une envergure de 75 cm, le canard mandarin prouve que la faune sibérienne se présente aussi en petits pots, tout en restant impressionnante. Le canard mandarin est une espèce qui incarne la beauté de la faune sibérienne. Même au milieu de l'écosystème estival animé, ce petit oiseau ne peut passer inaperçu avec ses couleurs vives. Avec son petit bec rouge et son grand croissant blanc au-dessus de l'œil, le canard mandarin ressemble à une espèce des régions tropicales de la planète, où Mère Nature ne connaît pas de limites à son imagination. La poitrine du canard mandarin combine des nuances de violet et de blanc, avec des flancs rougeâtres et des plumes oranges, ce qui lui donne un aspect unique, même dans un endroit aussi grouillant de vie que la Sibérie. Bien qu'elle soit magnifique, les femelles de l'espèce n'ont pas eu la même chance en ce qui concerne la coloration de leur plumage, affichant des nuances de gris et de lavande sur l'ensemble du corps. Le dimorphisme sexuel est tel qu'ils ressemblent à des espèces complètement différentes. Bien qu'il s'agisse d'un plaisir pour les yeux, avoir un plumage aussi remarquable au milieu de l'écosystème sauvage sibérien n'est pas toujours une bonne idée. Il y aura toujours un ou deux prédateurs qui voudront faire du canard mandarin une partie de leur régime alimentaire. Il n'est donc pas du tout conseillé de baisser la garde pendant ces longs voyages sur l'eau. Parmi les espèces qui s'intéressent au goût du canard mandarin plutôt qu'à sa beauté, on trouve le hibou grand-duc, le chien vivérin et le vison d'Amérique. Bien sûr, lorsque vous pesez moins d'un demi-kilo et que vous vivez dans un endroit aussi sauvage que la Sibérie, avec une longue liste de prédateurs féroces à votre recherche, l'idée de vous battre n'est pas à recommander. Le canard mandarin, sachant que Mère Nature a été généreuse avec son apparence, mais pas avec ses talents de combattant, prendra, dès qu'il se sentira menacé, la voie facile de la fuite à toute vitesse, soit en traversant la rivière à la nage, soit en faisant la démonstration de ses talents de vol. Avec la myriade de forêts boréales qui entourent son habitat, le canard mandarin y voit un refuge très sûr, loin de tout danger. Une fois maîtrisée la question non négligeable de la disparition des prédateurs sauvages, le canard mandarin, désormais insouciant, se met en quête de quelque chose à se mettre sous la dent. L'une des clés de la survie de ce petit oiseau dans l'écosystème peu pieux de la Sibérie réside dans l'adaptabilité de son régime alimentaire. En automne et en hiver, le canard mandarin se nourrit des possibilités limitées offertes par la saison froide, comme les glands ou les céréales. Au printemps et en été, lorsque le temps chaud prend le dessus, les canards mandarins abandonnent leur régime alimentaire austère pour se nourrir de vers, d'insectes, de poissons, de grenouilles, de mollusques et de tout ce qui se trouve à portée de leur bec rougeâtre. Bien entendu,
Avec une apparence aussi frappante, il est préférable de partir à la recherche de nourriture très tôt à l'aube et de retourner dès que possible à la sécurité relative des arbres et de la végétation dense. L'un des moments où les canards mâles ne demandent qu'à se cacher, c'est pendant la saison de reproduction, lorsque les pattes pâles sont prêtes à mettre au monde des poussins. Comme tous les romantiques, les canards jurent l'amour éternel aux canes, obtenant ainsi ce qu'ils cherchaient. Après la copulation, avec entre 9 et 12 poussins en route, la cane fait quelque chose d'assez curieux et pratique le parasitisme de couvée. C'est-à-dire qu'elle laisse certains de ses œufs cachés dans les nids d'autres canards pour qu'ils les élèvent à sa place et réduisent ainsi le coût de l'élevage. Bien que très peu orthodoxe, cette technique est manifestement payante. Chaque œuf dans un autre nid signifie une bouche de moins à nourrir pour la patte. Une fois l'adoption forcée de certains de ces petits achevés, la cane établit son propre nid dans un arbre près de l'eau. Bien que pendant cette période, certains canards continuent à jouer leur rôle de pourvoyeurs de parents, protégeant les femelles et le nid, la cane se lave les ailes lorsqu'il s'agit de faire éclore les œufs, la femelle en assumant l'entière responsabilité. Bien que lors de leur première rencontre, le canard est juré d'être toujours aux côtés de la femelle, avec tant de poussins en route, le mâle ne peut pas supporter la pression et part juste avant que les petits n'éclosent. C'est alors à la femelle, désormais célibataire, qu'il incombe d'élever sa famille nombreuse. Les feuilles commencent à tomber des arbres, prélude à l'approche de l'automne, et avec lui, c'est toute la Sibérie qui recommence à se refroidir. Avec l'arrivée de l'automne en Sibérie, la tension monte dans l'air car la légère baisse des températures rappelle des souvenirs fâcheux de l'hiver dernier. Alors que la plupart des espèces tentent de profiter des derniers jours de températures clémentes dans l'immensité de la Sibérie, certaines commencent déjà à se préparer à l'hiver. C'est le cas de l'écureuil de Sibérie qui, dès qu'il sent la légère baisse des températures avec l'arrivée de l'automne, n'a pas de temps à perdre et se met au travail. Petit rongeur ne pesant pas plus de 150 grammes, l'écureuil sait que la clé de sa survie est de faire ses devoirs avant que l'hiver ne gèle tout sur son passage. Tout d'abord, pour être sûr de ne pas passer l'hiver à l'air libre, ce qui, bien sûr, signifierait une fin glaciale pour ce petit être, il doit construire une maison douillette pour le protéger du froid glacial. Bien qu'il ait à sa disposition tous les arbres des interminables forêts boréales, l'écureuil préfère garder les pieds sur terre, ou plutôt sous terre. Grâce à ses puissantes griffes, l'écureuil n'a aucun mal à creuser et à construire ce qui sera son abri hivernal, loin d'être humble. Pour les écureuils, il ne suffit pas d'avoir une maison confortable pour s'abriter pendant l'hiver. Ils construisent de véritables complexes pouvant atteindre 3 mètres de long et 2 mètres de profondeur avec des chambres de stockage, des chambres à déchets et même gèle lentement. Un géant blanc de 3 mètres et 700 kilos regarde son infini royaume gelé reprendre vie. Pour l'ours polaire, le retour de l'hiver tient du miracle. La côte nord de la Sibérie gèle à nouveau, créant des milliers de kilomètres de glace où l'ours sauvage se déplace à la recherche de nourriture. Après un été de disette pour l'ours polaire après le dégel, l'hiver apporte son lot de surprises. Dès qu'une fine couche de glace se forme sur les eaux glacées de l'Arctique russe, l'ours polaire n'y réfléchit pas à 2 fois et entame son long voyage vers le nord glacé. Alors que l'hiver ravage son habitat avec des températures allant jusqu'à -60 degrés Celsius, l'ours polaire marche comme si de rien n'était, grâce à son épaisse fourrure blanche. Sous cette fourrure luxuriante, l'ours polaire possède de grandes quantités de graisse, ce qui lui assure un manteau parfait pour les longs mois froids à venir. Alors que la plupart des espèces animales considèrent l'hiver blanc sibérien comme une saison de pénurie, l'ours polaire, lui, sait bien qu'avec l'arrivée du froid, son festin personnel est sur le point de commencer. Une fois qu'il a parcouru plusieurs kilomètres dans l'Arctique gelé et qu'il n'a plus de temps à perdre, l'ours polaire se met souvent immédiatement en mode chasse. Sa cible,
les malheureux phoques annelés tombés dans le collimateur du plus féroce prédateur de l'Arctique sibérien. Alors que pour d'autres espèces, la chasse aux phoques insaisissables en plein hiver russe peut s'avérer presque impossible, l'ours polaire a plus d'un tour dans son sac, et il n'hésite pas à s'en servir. Pour mettre la main sur une proie aussi importante qu'un phoque, l'ours polaire se positionne souvent à proximité des bouffées d'air laissées par les phoques sur la glace après avoir plongé pour se nourrir. La stratégie, à vrai dire, n'a rien d'extraordinaire. Lorsque le phoque, sans méfiance, remonte à la surface, il se retrouve face à un ours de 3 mètres, féroce et très affamé. Un autre endroit où l'ours polaire se perche souvent pour chasser le phoque est le bord de la banquise, où il peut repérer sa proie qui nage et attendre qu'elle sorte de l'eau pour le surprendre. S'il n'a pas de chance de chasser depuis le confort relatif de la glace, l'ours polaire n'hésite pas à sauter dans les eaux glacées pour apporter lui-même la nourriture à la table. Grâce à ses énormes pattes et à sa capacité à marcher sur la glace et la neige, l'ours polaire est un nageur prodigieux. Un ours peut même parcourir jusqu'à 90 km à la nage à la recherche de nourriture. Mais les phoques ne sont pas les seuls à devoir se méfier lorsque l'ours polaire part à la chasse. Avec un appétit vorace qui lui permet d'engloutir jusqu'à 40 kg de viande par jour, l'ours polaire tourmente les oiseaux aquatiques, les crustacés, les poissons, et même les morses géants peuvent finir par figurer à son menu. Un événement qui secoue toute l'immensité du nord sibérien est le croisement de 2 mâles. Dans cette situation, la paix n'est généralement pas une option et les énormes ours blancs commencent à se battre pour des proies, un territoire ou, au printemps, pour s'accoupler avec une femelle. Bien qu'il s'agisse d'une espèce plus qu'adaptée aux températures glaciales du nord de la Sibérie, lorsque l'hiver russe fait rage avec des blizzards violents, l'ours polaire n'a d'autre choix que de creuser une petite fosse pour s'abriter. Lorsque le temps est implacable, l'ours polaire peut même passer des jours sans quitter sa tanière rudimentaire. Bien sûr, la définition du beau temps pour les ours polaires est très différente de celle du reste des habitants sauvages de la Sibérie. Et avec des centaines de phoques qui rôdent, rester à l'intérieur n'est pas la meilleure décision. Surtout quand on sait qu'il faut profiter au maximum de l'hiver, car l'été ne sera pas de tout repos. Bien qu'il soit très heureux que l'hiver sibérien glacial soit enfin arrivé, et avec lui tout son royaume blanc, l'ours polaire sait qu'il ne durera pas éternellement, et que lorsque le dégel printanier reviendra, des jours de famine seront inévitables pour lui. Alors que presque toutes les espèces animales de Sibérie célèbrent la fin de l'hiver, pour ce roi blanc, cela peut même signifier une condamnation à mort. En raison du réchauffement climatique, les hivers sont de moins en moins prévisibles chaque année. Lorsque les eaux fondent, l'ours polaire ne sait pas quand il retrouvera son paradis glacé. Mais la fonte des glaces arctiques n'est pas la seule menace qui pèse sur ce vorace prédateur nordique. Les eaux polluées modifient l'écosystème de l'ours polaire. Des activités telles que le forage pétrolier et l'exploitation minière rejettent chaque année des centaines de tonnes de déchets dans l'habitat de l'ours polaire, anéantissant toute la vie marine de la région, ce qui oblige l'ours à chercher de nouvelles destinations. Le braconnage de l'espèce est un autre défi pour ces géants de Sibérie. Cette pratique fait disparaître environ 200 ours par an. Avec environ 26 000 ours polaires restant en Sibérie, les jours de l'espèce pourraient être comptés. Depuis des centaines d'années en Sibérie, les ours polaires sont brutalement chassés pour ce que certains considèrent comme une fourrure de luxe. Sur le marché noir, la fourrure blanche de l'ours polaire se vend jusqu'à 4 000 $, une somme qui devrait être insignifiante si l'on considère qu'elle a coûté la vie à une espèce sauvage aussi étonnante. Mais l'ours polaire n'est pas la seule espèce à souffrir de l'écosystème sibérien devenu imprévisible en raison du changement climatique. Tout comme lorsque l'hiver russe se prolonge, le lièvre arctique ne connaît pas les meilleurs jours.
Un printemps plus précoce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour le lièvre encore blanc. Après avoir mué en prévision d'un long hiver, le lièvre arctique devra passer quelques jours avec son pelage blanc d'hiver au milieu du printemps sibérien coloré. Et tout comme son pelage blanc lui permet de se camoufler lors des journées enneigées, lorsque le printemps arrive et que le lièvre est encore dans sa tenue pâle, c'est comme s'il devenait une cible pour les prédateurs. Lorsque les lièvres sont déplacés de leur zone de prairie traditionnelle, ils doivent chercher un nouvel habitat, où ils sont souvent des proies faciles pour les prédateurs. En ce qui concerne ces prédateurs, l'aigle royal n'a pas non plus de bonnes perspectives. Le climat sibérien, désormais imprévisible, pose de nouveaux défis à sa survie. Alors qu'en hiver, il est confronté à la pénurie de proies et à des températures glaciales, l'été sibérien frappe chaque année de plus en plus durement certaines parties de ce vaste territoire. Les incendies de forêt sont même de plus en plus fréquents dans les forêts encore récemment recouvertes d'un épais manteau neigeux. Si les tendances actuelles se maintiennent,